Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons commencer par la manchette du Israël Hayom, qui mentionne en une décision qui s'est concrétisée dans le courant de la nuit. Le quotidien gratuit se fait en effet l'écho de rumeurs sur la décision de l'administration Trump de quitter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en raison de son positionnement, du positionnement de ce conseil systématiquement anti-israélien. Pour Israël, les États-Unis se positionnent contre le Conseil des droits de l'homme, titre le Israël Hayom. Et comme je vous le disais tout à l'heure en titre, eh bien, les rumeurs se sont confirmées puisque le secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley ont annoncé hier ensemble durant la nuit la décision donc, des États-Unis de se retirer purement et simplement de ce Conseil des droits de l'homme qui, comme l'a dit Nikki Haley, ne portait pas bien son nom et se montrait systématiquement donc hostile à l'État d'Israël. Amnon Lord commente cette décision en parlant, je cite, de l'hypocrisie de ce Conseil et en faisant remarquer que celui-ci jouit de la légitimité que lui accordent des pays d'Europe occidentale comme la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le départ des Américains, écrit-il, marque le début d'un processus de délégitimation de ce Conseil. Pour Amnon Lord, l'action bénéfique de l'ambassadrice Nikki Haley est à souligner et il affirme que l'on est impatient en Israël que celle-ci présente sa candidature à la présidence des États-Unis. Le Maariv, lui, se penche ce matin, en première page, sur les problèmes posés par la poursuite des incendies terroristes provoqués par les Palestiniens et par l'envoi de cerfs-volants incendiaires. Nous en avons parlé tout à l'heure avec notre premier intervenant, notre invité de la rédaction, Robert Sidbon. Et ce matin, c'est le journaliste, investigateur Kalman Lipkin qui réagit à ce phénomène que la défense nationale semble avoir du mal à maîtriser. Avec tout le respect que l'on peut avoir pour l'approche stratégique de l'armée israélienne, il est inadmissible que l'État d'Israël laisse à l'abandon une partie entière de son territoire, écrit Kalman Lipkin. Nous donnons l'impression de l'extérieur de négliger ces agressions palestiniennes et notre force de dissuasion semble inexistante face à ces groupuscules de terroristes primitifs. L'État a une responsabilité envers sa population et elle ne peut s'en dégager. Fin de citation. Les quotidiens israéliens reviennent également sur la douloureuse affaire de Douma, 3 ans après que 3 membres de cette famille palestinienne d'Awabche aient été assassinés, apparemment donc par des Israéliens, dans l'incendie de leur maison. Le tribunal de district de Lod a reconnu en partie les revendications et requêtes des suspects israéliens qui ont affirmé que leurs aveux avaient été arrachés par les enquêteurs du Shin Bet à la suite d'actes de torture physique et morale. Durant les interrogatoires, les droits élémentaires des suspects, comme celui de conserver intact leur corps et leur honneur, ont été affectés, ont écrit les juges dans leur verdict. La défense les avocats de la défense des suspects avaient en effet estimé que leurs aveux avaient été obtenus légalement et que la Cour a donc reconnu en partie cette requête. Cependant, le tribunal a également précisé que certains des aveux faits principalement par le suspect principal, Amiram Ben Oliel, étaient recevables, en particulier les aveux faits dans le cadre de la reconstitution des faits, et ce parce que donc ces aveux avaient été obtenus par Ben Oliel de plein gré. Le verdict de la Cour pourrait permettre à l'autre suspect, qui était mineur au moment des faits, de se libérer de détention. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur l'affaire d'espionnage ou de trahison. Cela dépend comment on estime cette affaire-là, de l'ex-ministre de la Justice, Gonen Segev. Selon les journaux de ce matin, Segev aurait reconnu les faits durant ses interrogatoires. Il aurait reconnu donc qu'il avait espionné au profit de l'Iran, mais il aurait affirmé qu'il avait eu l'intention de servir d'agent double pour venir en aide également à Israël. Et c'est lui qui avait initié le lien avec les services de renseignement iraniens. Segev a prétendu qu'il voulait ainsi restaurer son image de marque qui avait été très douloureusement affectée par plusieurs affaires de délinquance de droit commun. Un argumentaire qui apparemment ne convainc pas les enquêteurs du Shin Bet. Selon le Israël Hayom, les interlocuteurs iraniens de Gonen Segev auraient voulu savoir quels étaient les salaires des agents du Shin Bet et du Mossad. On va dire que ça n'avance pas des informations top secrètes et d'une importance tout à fait exceptionnelle. Des informations que les informateurs iraniens auraient voulu donc obtenir de Gonen Segev. Les Iraniens, quant à eux, ont réagi en affirmant qu'ils ne comprenaient pas ce qu'Israël voulait d'eux.
mais Téhéran n'a pas démenti avoir utilisé les services de Gonen Segev. Ceci étant, le Yediot Aharonot cite ce matin en évidence le commandant en chef de la région Nord, le général Yoel Strik, qui a affirmé que l'Iran tentait de faire de la Syrie son poste avancé pour attaquer ensuite le territoire israélien. Nous continuerons à bénéficier d'une totale liberté d'action en Syrie afin d'empêcher toute atteinte contre notre territoire, a affirmé le général Yoel Strik. Le Yediot Aharonot souligne également qu'hier, un drone offensif israélien est tombé en territoire syrien. Au sein de Tsahal, on affirme qu'il n'y a aucun risque de fuite d'informations qui auraient été détenues par ce drone israélien. Le Yediot Aharonot se fait l'écho ce matin d'une initiative originale de l'ambassade d'Israël au Mexique. Dans ce pays, le prénom Israël est relativement courant, en particulier dans la population catholique. L'ambassadeur a donc lancé un concours visant à permettre à tout Mexicain qui porte le nom d'Israël, le prénom d'Israël, de devenir pour un jour l'ambassadeur d'Israël au Mexique. Le concours s'est terminé, le lauréat s'appelle Israël Lopez, il a 23 ans et n'a pas caché son émotion en prenant sa fonction provisoire. Cela va changer ma vie, a-t-il déclaré. Restons dans le Yediot Aharonot qui consacre sa manchette ce matin aux enfants réfugiés illégaux emprisonnés aux États-Unis. Orly Al-Zoulaï, la correspondante du journal aux États-Unis, écrit « Les enfants emprisonnés de Trump pleurent la nuit. Ils crient et réclament leur mère dont ils ont été violemment séparés. » Azoulay rappelle à ses lecteurs que ces grandes cages d'acier dans lesquelles ces enfants d'immigrés ont été cantonnés sont la conséquence, je cite, de la politique de zéro tolérance de l'administration Trump envers les immigrés illégaux. L'Amérique éclairée, écrit Orly Azoulay, doit arrêter Trump afin qu'il cesse de faire gémir des enfants qui pénètrent dans le cœur de chaque être humain, et à part celui du vieux président américain, fin de citation. Et le Haaretz de se préoccuper également de ce dossier. Le journal d'extrême gauche israélien se fait l'écho d'un projet de loi qui est promu actuellement par les républicains américains, un projet de loi visant à mettre un terme à cette séparation entre les parents et enfants réfugiés aux États-Unis. Le Yediot Aharonot nous présente ce matin un article émouvant sur la disparition à l'âge de 91 ans de Dina Schindel. Le docteur Dina Schindel était l'une des adolescentes qui ont eu la vie sauve durant la Shoah grâce au dévouement d'Oskar Schindler et de son personnage, et était la jeune Danka que l'on voit plusieurs fois dans le célèbre film de Steven Spielberg. Hier, son fils Doron, qui a aujourd'hui 61 ans, a relaté à quel point sa mère était reconnaissante à Oskar Schindler de lui avoir sauvé la vie. Il a expliqué qu'après la Shoah, sa mère a terminé en Israël ses études de médecine. Chaque année, Oskar Schindler venait à l'époque en Israël et tous les membres israéliens de la liste de Schindler se retrouvaient pour prendre de ses nouvelles et pour lui donner les fonds nécessaires pour qu'il puisse continuer à vivre parce qu'il avait perdu toute sa fortune durant la Shoah, en particulier en sauvant donc des vies humaines de juifs. Doron a raconté qu'à la fin du film, sa mère est la seconde rescapée à venir déposer une pierre sur la tombe de Schindler, qui, il faut le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve dans le cimetière chrétien du Mont Sion à Jérusalem. Dina Schindel, qui a presque le même nom que Schindler, lui-même est décédé donc à l'âge de 91 ans. Elle laisse 3 enfants, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui tous reconnaissent à Oskar Schindler le mérite d'avoir sauvé leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Les quotidiens israéliens, et c'est par ce titre que nous terminerons cette revue de la presse, soulignent que c'est aujourd'hui que les lycéens israéliens partent en vacances officiellement. Le Israël Hayom indique que bon nombre de ces lycéens vont mettre à profit ces vacances scolaires de 2 mois pour travailler et gagner un peu d'argent. Le journal en profite pour fournir des détails sur les droits du travail de ces jeunes lycéens. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre second invité. Il s'agit de Carole Waknin qui va nous raconter ce qui s'est passé hier soir à Mikvé Israël à l'occasion de l'inauguration d'un projet Yad Beyad visant à venir en aide aux Olim de France et à faciliter leur intégration, un projet dans lequel Kalita est partenaire, ainsi que d'autres fondations comme la Fondation Adémas et la Fondation Adélis. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.